Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du cadran pop. Je suis Guigui et je suis bien content de vous accueillir dans cet avant-dernier podcast dédié à Star Trek Picard. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpouvoir.com. We just came 25 light years in 15 minutes. I noticed a little turbulence. We call it Coppelius. I was born there. Do they hate us? I really don't think so. I'm picking up 5 bogeys coming right at us. All power's gone. What do we do about it? Brace yourself! Program complete. Nous voici arrivés à l'épisode 9 nommé Les Bergers d'Arcadie, et pour en parler, nous avons toujours avec nous le Romulien Romain. Salut Romain. Salut tout le monde. Mais aussi le retour du capitaine Manu. Comment ça va, capitaine ? Ça va et vous ? Content d'être revenu en tout cas. Et à la fin du podcast, vous entendrez la capsule de la lieutenant Marina. Alors ce soir on devait être plusieurs, on devait être plus que 3 en tout cas, on devait être 4. Il devait avoir Kader, le libraire de Comic Zone, mais avec bien sûr les événements du coronavirus, il n'a pas pu se joindre à nous pour des problèmes de réseau. Donc du coup il a dû décliner. Alors du coup j'ai une grosse pensée à lui, notamment parce que sa librairie bien sûr elle est fermée à cause des événements, et donc j'espère que tout va bien se passer pour lui, mais aussi parce que forcément c'est dommage qu'il ne soit pas là ce soir, parce que c'est vraiment un grand fan de Star Trek. Et je retiens la petite anecdote, c'est que le premier Comics Gone auquel j'avais participé en tant qu'auteur à Lyon, il nous avait fait des petits gâteaux en forme d'enseigne de Starfleet qui étaient délicieux et qui étaient vraiment génial, quoi. Donc on va parler de l'avant-dernier épisode de la première saison de Star Trek Picard, et tout de suite avec le résumé. Ordinateur. Résumé de l'épisode sans spoiler. L'épisode de ce soir s'intitule Et in Arcadia Ego. Après un voyage mouvementé et une arrivée pour le moins fracassante, Picard et l'équipage découvrent le monde d'origine de Soji, Coppelius. Cependant, avec les Romuliens à leur trousse, leur arrivée est synonyme de danger pour les habitants de la planète. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Manu, qu'as-tu pensé dans les grandes largeurs de cet épisode ? Écoute, moi j'étais assez déçu de cet épisode. Je pense la fatigue de la saison commence à tomber au moment où on a un épisode qui techniquement la première partie du final, et qui se retrouve relativement décevant. Du coup je pense que ça fait que le choc est d'autant plus brutal. J'étais un peu partagé entre certains éléments, puisqu'on a un peu de rappel à du vieux Star Trek à l'ancienne, avec de la visite de planètes et puis une nouvelle population, j'en dirai pas plus pour l'instant, qui peut faire penser à du Star Trek à l'ancienne, et une intrigue que je trouve un peu complètement à la ramasse, qui gâche beaucoup de choses, je trouve. Et ouais, franchement, dans l'ensemble, un sentiment de gâchis en fait sur cet épisode, sur même des actions de perso. Je trouve que du coup Picard se trouve, on est presque comme Picard, qui se trouve un peu ébahi par ce qu'il voit et un peu en retrait. J'ai eu un sentiment de malaise devant cet épisode. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Et toi, Romain ? Bienvenue au club, Manu, parce que moi aussi, je pourrais dire exactement ce que tu as dit mot par mot. Ça va être difficile d'en rajouter sans ajouter des spoilers. Je dirais simplement que je trouvais qu'on avait réussi à amener quelque chose de assez bien pour faire un final en apothéose, et à la fois en apothéose d'un point de vue action et visuel, et en même temps qui reviendrait très naturellement aux valeurs fondamentales de Star Trek, le contenu de cette planète, on commence à comprendre assez facilement de quoi il en était. Et finalement, on se retrouve avec une intrigue dans l'intrigue que moi j'ai trouvé assez déplorable. On se retrouve avec des surprises, et jusqu'à présent j'avais trouvé que toutes les surprises dans la série avaient été plutôt bien amenées. Cette fois il y a une surprise auquel on parlera très vite, j'imagine, une présence qui moi j'ai trouvé vraiment bidon et mal amenée. Et voilà, Manu l'a très bien dit, cet épisode sur bien des points ressemble à du vieux Star Trek, ça ressemble à du Next Generation première saison, je dirais, et finalement ça ressemble à ce que finalement on n'aimait pas dans les vieux Star Trek. Enfin moi ça m'a vraiment rappelé la première saison de TNG. Après next pour les spoilers. Je vois qu'on est tous sur la même longueur d'onde, hein. Moi aussi j'étais assez déçu par cet épisode qui, pourtant l'épisode 8 nous faisait des belles promesses. Alors j'ose espérer, j'ai quand même encore un petit espoir, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste en règle générale, en me disant que peut-être le dernier épisode va rattraper le coup, mais comme
il faut quand même bien avouer qu'il y a quand même beaucoup de choses à rattraper, et donc du coup il y a aussi beaucoup de choses que finalement ça se plante, parce que forcément on peut pas être partout, quoi. Il y a tellement de ratés, donc ouais, tous les éléments que vous avez suggérés, bien sûr on va en parler, parce que c'est clair que le problème il est là. Et moi je rajouterais que c'est peut-être les choses qu'on n'aimait pas dans le vieux Star Trek. Il y a des éléments qui sont des vieilles choses qu'on n'aimait pas dans le vieux Star Trek, mais aussi j'ai retrouvé des choses que je n'aimais pas dans Discovery, qui étaient plutôt par petites doses ici et là dans les épisodes précédents, et qui là je trouve est assez présent. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, alors j'ai pas noté tous les noms, mais ils ont été quand même 4-5 à écrire l'épisode, donc peut-être que le problème aussi se situe là, comme on l'a déjà évoqué dans les podcasts précédents. Je me suis pas posé la question de qui avait écrit, toujours est-il que j'ai trouvé ça assez passable dans l'ensemble, quoi. Puis d'ailleurs, il y a quand même un truc, c'est que en fait, tu dis que il y avait pas mal de promesses qui avaient été mises en place dans l'épisode précédent, mais bizarrement cet épisode, je trouve qu'à la fois il se passe rien de ce qu'on attendait, c'est-à-dire que finalement toutes les promesses de l'épisode 8 sont encore, ça va arriver dans l'épisode 10 finalement, parce qu'il s'est rien passé, et par contre ils sont venus nous rajouter encore des couches qui à mon avis sont totalement inutiles, et qui finalement ça fait un épisode assez long de nouveau, alors que tous les éléments étaient en place pour faire un épisode vraiment feu d'artifice, quoi. On va approfondir tout ça, bien sûr, en rentrant dans la zone spoiler. Red alert! Chronoton field integrity at 90% and holding. Ulion system, 4th planet. That the one? Did we beat them? Well, long and short-range scanners show no Romulan presence. No ships of any kind. Nice work, honey. You got us here really damn fast. And I am never going to do that ever again. Program complete. Alors, donc on va commencer tout de suite par parler de la scène pré-générique, qui fait donc suite directement donc à l'épisode 8. Bon, pour la première fois, on n'a pas de flashback ou de séquence onirique qui marque donc ce début d'épisode. Donc c'est une scène pré-générique avec l'arrivée de la Sirena, Narek et du cube sur la planète des synthétiques. Alors est-ce que la planète elle s'appelle Coppelius, ou c'est juste le patelin des synthétiques qui s'appelle comme ça? Non, c'est la planète, je crois. C'est la planète Ah Coppelius. ouais. Ok, d'accord. Donc en utilisant la technologie Borg, Soji a réussi à aller faire aller très très vite, ce qui leur permet d'avoir 24 à 48 heures d'avance sur la flotte romulienne qui vient pour tout péter. Donc ça, pourquoi pas. Et tout de suite après, donc on a un cube Borg qui se pointe, et c'est bien sûr Seven avec tous ses nouveaux petits copains qui vient leur prêter main forte, même si ça semble pas... disons, c'est bizarre parce que un peu plus tard dans l'épisode, Seven elle dit on est venu un peu pour vous aider, mais à aucun moment ils essayent de rentrer en contact l'un avec l'autre. Seven aurait pu essayer de leur envoyer un petit message, quoi. Ils ont pas trop le temps, puisque moi ce qui m'a, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'épisode jusqu'à, en gros, ce qu'ils arrivent sur le village des data, le village des robots. Jusqu'à présent, j'aimais bien. Il y a quand même un truc qui m'avait un petit peu dérangé dans cette introduction d'épisode, c'est tu te rappelles, Guigui, dans l'épisode précédent, on s'était un peu moqué parce qu'il y avait quand même un gros build-up sur le moment où le cube Borg allait péter les plombs et envahir, comment dirais-je, assimiler tous les Romulins, etc. Et puis finalement, t'as cette scène assez cool de Seven qui disait We are Borg, et juste après, t'avais la Romulaine qui appuyait sur un bouton et son plan partait à zéro, tous les Borg étaient exclus à l'extérieur. Et là, je trouve qu'ils nous refont encore le coup, c'est-à-dire que t'as le robot Borg, t'as le cube Borg qui arrive, et tu dis ouais génial, allez Seven et tout, et en une seconde elle se fait attraper par une plante et elle se crache en fait. Donc en fait ça fait 2 épisodes qui nous font le coup, où tu penses qu'il va se passer un truc super badass avec les Borg, et à chaque fois ça tombe complètement à l'eau. Je sais pas si c'est volontaire de la part des auteurs, mais je trouve ça vraiment très curieux, quoi. Moi en fait, je parlais de sentiment de gâchis tout à l'heure, et ça c'en est un. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec toi jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la planète, et du coup jusqu'ici je trouvais ça bien, quoi.
Et l'arrivée du Cube Borg, j'étais super excité, je me suis dit putain on va voir un Cube Borg côté des gentils en action et tout, ça va être cool. Sauf que les orchidées, alors les orchidées j'ai trouvé ça bien, mais voilà, par contre je pense qu'en fait c'est juste scénaristiquement ils veulent, enfin c'est trop cheaté, donc ils veulent pas avoir des trucs trop cheatés, donc ils alternent entre du fanservice à nous montrer des trucs qui sont trop cool, qu'on a envie de voir, sauf que comme ils savent pas les utiliser de façon intelligente derrière, et ben ils gâchent tout constamment derrière à désamorcer les choses. Et alors du coup j'étais pas là pour en parler la semaine dernière, mais oui c'était exactement la même chose avec Seven qui prend le contrôle des Borg. On a le droit à une petite scène cool où comment ça s'appelle, Narissa rentre dans une pièce et il y a des Borg en mode sneaky derrière qui niquent ces sujets quoi. Mais voilà, derrière ça sert pas à grand chose de plus que ça, et on a la même chose avec ce Cube Borg, et on l'a un peu après quand ils vont au Cube Borg, ils nous exposent toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir avec, et en fait on n'en voit rien quoi. Je comprends ton propos, mais tu vois, dans l'épisode précédent, il aurait pu y avoir, tu vois, ne serait-ce qu'une quinzaine de... Parce que là, c'est des ex-Borg qui aident Seven dans l'épisode précédent. Il aurait pu avoir une dizaine de vrais drones qui niquent quelques Romulins. Dans cet épisode-là, le Cube Borg aurait quand même pu au moins mettre hors service le vaisseau de Narek. Bah non, rien du tout, quoi. À chaque fois, c'est... Oui, ça aurait pu servir au moins à ça. Et d'ailleurs, justement, c'est cette idée de gâchis, on sait pas trop ce que les auteurs ils veulent faire. Moi, je l'ai ressenti de la même manière de ce que vous dites, mais avec le personnage de Hugh. Parce que le fait de l'avoir tué, on comprend pas trop l'utilité, on comprend pas trop la symbolique ou ce que vous voulez. Parce que finalement, tout ce que fait Seven, Hugh aurait très bien pu remplir ce rôle et être encore là, présent. Parce que là, du coup, Seven, la manière dont elle arrive quand même un peu comme un cheveu sur la soupe dans le récit, hormis son épisode qui lui était dédié, là ouais, je trouve qu'elle est pas vraiment à sa place quoi. Elle se pointe, on l'a appelée à la aide. D'ailleurs Picard lui dit même, enfin je veux dire, il y a même pas un échange entre Picard et Seven pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle fout là exactement. Enfin je veux dire, d'ailleurs nous on le sait pas non plus parce qu'elle l'a pas vraiment explicité. Elle lui dit que, tu sais, il y a une scène où elle lui dit que quand elle les a vus quand elle est devenue, quand elle a reconstitué un collectif et qu'elle a senti qu'ils avaient besoin d'aide en fait. Non, mais je suis d'accord, mais je parle de avant encore, le moment où qui fait qu'elle s'est pointée sur le cube. Ah oui, c'est Picard que le ce sait soit pas. Elnor qui l'a appelé. Ah oui. Genre, elle aurait pu lui dire un truc du style, au moins pour faire passer la blague et pour montrer qu'il y a eu une conversation à ce sujet-là. En fait, je te file une carte de visite, tu la perds, et puis n'importe qui la prend et puis m'appelle quoi, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même vachement incongru qu'il n'y ait pas cette conversation-là. Et donc, oui, du coup, le fait que Hugh aurait très bien pu être encore présent et tenir le rôle qu'a Seven. La mort de Hugh a servi à rien, ça je suis d'accord avec toi. Seven, j'ai trouvé quand même que ça donnait naissance à une jolie scène quand ils se disent au revoir avec Picard et il lui dit en gros, c'est à ton tour de sauver la galaxie. Mais par contre, pour revenir à Hugh, il y a une phrase, il a fallu que je la réécoute parce que je l'ai trouvé super bizarre, où Picard dit Picard lui dit une phrase du genre, je l'ai pas noté mais c'est un truc du genre, il a fallu qu'il subisse une violence pour que cet être si bon devienne violent. Il a fallu qu'il subisse des choses incroyables. Et j'ai même pas compris de quoi il parlait. C'est-à-dire en quoi en fait, Hugh est devenu violent. Il parle du fait que Hugh a voulu se rebeller contre les Romuliens du fait du comportement de Narissa. Sauf que il doit lui manquer des informations pour qu'il puisse sortir une phrase comme ça. Mais c'est surtout que cette scène là dont tu parles entre Seven et Picard, moi je trouve pas du tout émouvante parce que y a pas de passif entre Picard et Seven. S'il y en a un, il est hors champ et en plus il est pas du tout sous-entendu dans la série. On sait même pas de comment ils se connaissent. On sait qu'ils se connaissent, c'est tout. Et alors que imagine-toi tous les épisodes derniers, il y a pas Seven, il y a Hugh à la place. Le récit il se déroule de la même manière. Et finalement, quelque part, il est plus cohérent. Et là, cette scène-là entre Hugh et Picard, elle aurait eu plus de sens. Ouais, c'est pas faux. Et c'est simplement qu'ils veulent foutre Seven parce que Seven, c'est une fan favorite. Et puis que peut-être, comme dit Manu il y a quelques podcasts, peut-être qu'ils ont l'idée de refaire un spin-off. Pourquoi pas. Et que du coup, ils font du forcing à mort. Mais sauf que là, ça semble vraiment à du forcing et que ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est vraiment dommage. De la même manière que Elnor, t'as toujours l'impression aussi que c'est pareil, il sert pas à grand-chose non plus, quoi. Si ce n'est faire un peu la bagarre pour que t'as un peu d'action dans les épisodes. Mais au-delà de ça, c'est vachement cheap. Et d'ailleurs, le fait qu'ils aillent voir le cube, en gros, donc ils se
crashent, ils sont forcés par les orchidées à se poser sur la planète. Donc il y a le cube qui est là-bas, t'as le village des synthétiques qui est à l'opposé, donc ils décident d'aller voir le cube Borg. Bon, ils vont aller voir le cube Borg pour voir si Hugh il est encore vivant. Hugh il est mort, c'est dommage quand même, c'est triste. Donc juste une petite tirade de Picard là-dessus, et puis il se recasse. Ok, c'est quand même un peu bizarre, je trouve. Après, moi, j'ai trouvé quand même que, en parallèle de tout ça, il y a pour moi le meilleur arc de cet épisode, c'est la maladie de Picard qui s'accentue. Ouais, clairement. Pour moi, c'est ce que la série donne de mieux. Bien que j'ai très très peur. Alors, je vais un peu, si tu m'autorises, Guigui, je vais un peu sauter les wagons. Il y a une scène beaucoup plus tard dans l'épisode avec, on en parlera plus tard, mais avec le fils de Sung, où il explique qu'il est en train de créer un androïde pour pouvoir transférer la personnalité, la mémoire des gens. Un golem. Et ça m'a fait vraiment très très peur, parce que si la conclusion, ils peuvent faire plein de choses avec ça, hein. Ça peut être le retour de Data, ça peut être des trucs qu'on n'envisage même pas encore, mais si la conclusion de tout ça c'est que Picard devienne un robot dénué de sa maladie cérébrale, alors pour moi ça serait catastrophique. Mais voilà, je vous préviens avant le prochain épisode, si c'est ça la conclusion du truc, pour moi c'est catastrophique. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Ça c'est clair et net. Mais là, en l'occurrence, Song semble parler de lui-même, parce qu'il parle d'une urgence pressante. On sent qu'il est un peu gêné. On a quand même l'impression qu'il parle de lui. Là tout de suite, oui, clairement c'est pour lui. Mais comme par hasard, ça arrive dans l'épisode où il nous parle le plus peut-être le deuxième épisode, où il nous parle le plus de la maladie de Picard. Moi, j'ai forcément fait un rapprochement scénaristique entre les deux. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'y ai pensé de la même manière. D'ailleurs, du coup, on va directement parler de Song. On arrive sur le village des synthétiques. Donc, comme prévu, il y a plein de gonzesses et de bonhommes qui sont par deux, avec certains qui ont l'air plus humains que d'autres, et d'autres qui ressemblent plus à ce qu'était Data. Et on se retrouve avec le fils du professeur Song qui est là. Alors, moi, j'adore Brent Spiner, donc ça sera quand même juste le 6e personnage qui joue. Et il a toujours existé. On nous dit, il était là. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est que il était bien conscient d'avoir un fils, et c'est juste qu'il s'occupait plus de ses robots, quoi. Voilà, mais moi j'ai pas le souvenir que dans la série on en avait parlé de ce personnage. Non, pas du tout. Voilà, donc ouais. Moi j'ai même le souvenir, mais alors je me trompe peut-être, hein, je laisserai nos auditeurs vérifier, qu'il avait créé Data et Lore justement parce que il n'arrivait pas à avoir d'enfants. J'ai ce souvenir dans la tête, mais peut-être que je. Dans l'épisode où on voit sa femme, ouais. Et c'est ça. Dans l'épisode où on voit sa femme, on apprend qu'il a créé tout ça parce qu'il pouvait pas avoir d'enfants. Mais peut-être que j'affabule. Je suis pas sûr de moi. T'as raison. Moi j'avais aussi le même sentiment. Mais en tout cas, peu importe. Moi, ce qui me choque un peu, c'est que. S'il a eu un fils, qu'on n'en ait jamais vraiment eu l'évocation nulle part, mais surtout, que ce fils-là, il soit encore meilleur que son père. Je veux dire, c'est exactement un clone quelque part de Professeur Song. Il fait aussi des robots vivants, mais il les fait encore mieux que ce que faisait son père, qui était déjà un truc exceptionnel. Après, c'est presque un clin d'œil à Enterprise. Quand on a le grand-père. Le grand-père qui dit qu'il veut créer la vie synthétique parfaite et que ça prendra probablement plusieurs générations. C'est quasiment un clin d'œil à cette réplique. Le fait je suis tout à fait d'accord. Si tu prends l'épisode, c'est un triple épisode, si je me souviens bien, dans la saison 4 d'Enterprise, effectivement, ça a du sens. Mais moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on se retrouve avec une scène entre Jurati et Rios dont on se fout éperdument pour une sous-intrigue amoureuse complètement inintéressante, alors que justement, on aurait eu du temps d'antenne où Song aurait pu nous expliquer un peu la genèse de sa planète. Enfin, je veux dire, c'est un peu la moindre des choses. Ça fait combien de temps qu'il est sur cette planète-là ? Est-ce qu'il a créé ces robots-là tout seul, ou est-ce qu'il l'a fait avec Maddox ou avec d'autres encore, on ne sait pas. Pourquoi ? Enfin, je trouve vraiment l'épisode confus dans toute cette intrigue. Mais oui, il y a zéro explication. Moi, franchement, à la place de Picard, je me dirais, mais attendez, parce que bon, moi, la famille Song, je la connais un petit peu, hein, les datas, je les ai un peu pratiqués, donc j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu le pourquoi du comment de ce que vous faites ici, quand même. Surtout que, comme il dit, quand il envoie un message à Starfleet, il dit, voilà, je suis en situation de premier contact. Donc, je veux dire, c'est normal de se poser ce genre de questions-là, surtout que le professeur Song, il a l'air un peu chelou quand même, hein, faut bien se dire la vérité. Que ce soit avec cette création de golem, mais aussi avec le revirement, avec le discours qui tiendra à la fin de l'épisode. Il y a quand même une possibilité qui est peut-être un rêve de fan, mais qui reste une possibilité, c'est que ça soit un gros mytho
et que ça soit Lore qui se cache derrière ce personnage. J'en discutais avec Manu en off. Ça poserait plein de problèmes supplémentaires parce que tu te demandes comment aussi bien les robots eux-mêmes que Dash, que même Picard et son équipe ne verraient pas avec leurs instruments, et Dash, on sait déjà qu'elle a des... Comment dirais-je, qu'elle peut écouter les battements cardiaques, etc., qu'elle a des surcapacités, qu'elle ne repère pas que c'est pas un vrai humain et un robot. Mais enfin, Lore étant suffisamment intelligent, il aurait peut-être créé un espèce de camouflage qui lui permette de passer mais non, pour un mais humain. justement, non, par contre, non, moi je pensais plutôt au golem. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être qu'il est déjà lui-même un golem, et qu'en fait, là, celui qu'il est en train de montrer, c'est la version, parce qu'il doit en changer peut-être tous les 10 ans, ou peu importe, peut-être. tu vois. Et qu'il est déjà, en fait, cette technologie-là est déjà en action, en réalité. Moi, franchement, c'est un twist que j'aurais vu un peu venir, mais qui rattraperait un peu cet épisode pour moi. Parce que là, franchement, le coup du fils, moi, je déteste ça. Je trouve vraiment que c'est le pire des fanservice que tu peux faire quand on te dit ah oui, c'est le fils de machin, du coup, il est joué par le même acteur. Ça, je trouve vraiment, ça me rappelle surtout que c'est la troisième fois. Ouais, absolument. C'est la troisième fois. Ça me rappelle, tu sais, les Evil Twins qu'il y avait dans les séries des années 80, le frère de Michael Knight avec sa moustache. Pour moi, vraiment, ça évoque tout ce qu'il y a de pire. Et comme tu dis, en plus, ça a déjà été fait. Du coup, pour moi, ça sauvera un peu cet épisode parce que ce personnage, et pourtant c'est con, j'adore Brent Spinner, hein, mais pour moi, ce personnage est nullissime de A à Z. J'ai trouvé que c'était un caméo gâché pour moi. Enfin, l'acteur est bon. Comme ça, Brent Spinner, quoi. Ouais, l'acteur est bon, il cabotine un peu comme il sait bien faire, il est toujours bon, mais il est pas bien servi par l'épisode. Il a quelques lignes de dialogue qui sont, elles sont pas nulles, mais elles sont pas non plus extraordinaires. Et surtout, il est pas du tout mis en lumière, quoi. L'épisode, je trouve qu'ils veulent peut-être dire trop de choses, ils veulent faire de la lumière sur trop de personnages, et du coup, on sait pas trop on se perd dans ce qu'ils veulent raconter. Parce qu'il y a à la fois Soji, alors par contre, je trouve que le personnage de Soji est quand même plutôt bien traité. Ses conversations avec Picard sont sympathiques, même si l'épisode, encore une fois, ne les articule pas correctement. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est un truc qu'on regrette un peu souvent dans les derniers Star Trek, c'est-à-dire que on a deux points de vue, on a deux philosophies qui s'interrogent, etc. Là, c'est le cas, sauf que c'est entrecoupé de scènes, et donc du coup, au niveau du rythme, on perd le fil du débat en réalité. Je suis même pas tellement d'accord avec toi pour dire que Soji est bien écrite, parce que son dilemme dans l'épisode, moi je trouve qu'il tient pas vraiment debout. C'est quand même, depuis le début on nous dit, et moi c'est ce qui m'a le plus gêné dans tout l'épisode, ça vaut pour Soji mais ça va valoir ensuite pour tout ce qu'on va dire sur les autres personnages, c'est quand même censé être les enfants de Data, tous ces gens-là, et dans le cas de Soji et Daj, ils ont même les souvenirs de Data, ils ont l'humanité qu'avait Data, etc., etc. Data qui a été particulièrement idéalisé dans Star Trek Picard, mais à juste titre, hein, Data c'était quand même cet être suprême en quelque sorte. Et là, en 5 minutes, la fille, elle hésite, même elle hésite. Je suis sûr que dans le prochain épisode, on va se rendre compte qu'elle fait un double jeu, etc. Mais elle hésite à se demander si elle peut supprimer la totalité des êtres vivants de l'univers. Parce que l'enjeu maintenant, c'est ça, hein, c'est de supprimer la totalité des êtres vivants de notre univers. De l'alpha quadrant, du bêta quadrant et probablement du delta quadrant. Donc t'imagines que pour sauver les siens, elle hésite quand même à se dire ouais non mais on va tous les bousiller. À la limite, le scénario ça aurait été de savoir, et déjà j'aurais trouvé ça très bien et très Star Trek, si ça mérite de supprimer toute la flotte romulienne, c'est-à-dire que pratiquement 215, 216 Warbird romulins, 218, tu vois, déjà j'aurais trouvé que c'était déjà un dilemme comme on en a dans Star Trek habituellement. Est-ce que c'est 218 multiplié par 50 membres d'équipage, une échelle cohérente, une échelle cohérente. Mais là, la meuf, elle se demande quand même si tous les humains, j'allais dire, mais tous les êtres vivants méritent de mourir. Enfin, donc ceux avec qui elle parcourt l'univers. Dans ses potes, dans les seules personnes qu'elle connaît dans l'univers. En 5 minutes, elle s'est fait retourner le cerveau. Et moi, c'est ça qui est insupportable pour moi dans cet épisode. Alors, ça vaut énormément pour Soji. Ça vaut aussi pour ce nouveau personnage qui est Sutra, c'est ça, Sutra. Qui moi est insupportable, j'ai trouvé insupportable. Alors après, c'est pour ça que j'espère qu'il y a quand même un twist. J'espère qu'on va apprendre que la moitié des enfants c'est des enfants de Lore, ou j'espère qu'on va attendre que Sutra a eu le même phénomène. Finalement, elle s'est fait retourner le cerveau de la même façon
que se sont fait retourner le cerveau des Romulans. On va se rendre compte qu'en fait, cette forme de vie extraterrestre ne travaillait ni pour les synthétiques, ni pour les humains, enfin pour les êtres vivants, mais en fait, c'était une forme de vie qui veut faire s'entretuer les gens entre eux, et du coup, à chaque fois... c'est simplement un bug. Ou un bug, ça serait bien, mais là, enfin, je veux dire, tous ces personnages, c'est censé être les enfants de Data, on les rencontre depuis 4 minutes 50, et c'est déjà devenu une race belliqueuse au possible, quoi. Si je peux me permettre, je vais lancer direct la réflexion que j'avais sur le sujet, c'est que... Alors déjà, pour moi, Sutra, c'est plus une fille de lore qu'une fille de Data, clairement. Et ensuite, le plot de l'épisode, je pense qu'il est complètement à mettre en parallèle avec l'épisode Descente de Next Generation. Un épisode qui impliquait les Borg, justement, suite au fait que Yu avait réintégré le collectif en ayant des doutes et que les Borg avaient pété les plombs et que Lore avait récupéré le contrôle d'une partie des Borg. Dans cet épisode-là, il manipulait Data et Data retournait sa veste et devenait globalement un connard. C'était un double épisode de fin de saison, je crois. Enfin, tout à fait, ouais. C'était le début de la fin de la saison 6, début de la 7. Ouais, ça doit être ça. Et le but de Lore dans l'histoire, c'était de détruire toute vie organique dans l'univers. Donc c'est exactement le but de cet épisode-là. C'est vrai. Et je voulais faire une remarque d'ailleurs sur Sutra. Sutra, c'est un mot qui veut dire canon, dans le sens le canon de quelque chose. Ouais, les canons, c'est vrai. Non, mais qui se rapproche fortement du mot lore, du coup. Lore, c'est les traditions, les connaissances de quelque chose. Du coup, le canon de quelque chose, par exemple, Kama Sutra, c'est un sutra. C'est un ensemble de connaissances sur quelque chose. Je pense que le nom est clairement pour nous indiquer que Sutra égale lore. Et peut-être que même Soji descend de lore et pas de Data, comme beaucoup le suggèrent, enfin le pensent depuis un moment, quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai totalement vu Descente dans cet épisode, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je suis tout à fait d'accord, et je rajouterais même à ça que ça m'enragerait d'autant plus, parce que moi je pense qu'il y a 90% de chances que ce soit ça, mais du coup ça va m'enrager encore plus que Hugh ne soit pas présent, parce que justement dans The Descent, il y est, et il lutte contre Lore, et le fait si on avait eu Hugh à ce moment-là, on aurait pu avoir justement une bonne réponse, une bonne suite à ce double épisode. Donc oui, moi je pense que complètement. Alors Sutra, moi j'ai bien aimé parce que je la trouve très sexy. Ouais, en fait c'est simplement parce que je la trouve très sexy. Mais c'est vrai que vous avez raison. Disons qu'elle est pas subtile, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est trop. Je veux dire, Lore, il était aussi, il était quand même plus subtil, hein, malgré tout, Lore, parce qu'on le voyait pas venir à ce point-là, alors qu'elle, c'est clair, on la voit arriver à des kilomètres. Son petit jeu avec Narek, le fait qu'elle tue une de ses congénères pour lui faire porter le chapeau, pour que justement monter le truc en épingle, pour ensuite pouvoir appeler la race extraterrestre qui va bien pour tout péter. Waouh. Non mais c'est bien lourdingue. Attends, c'est scandaleux. Déjà, elle laisse tuer, parce que c'est quand même ça, hein, ça fait partie de son plot. Elle laisse tuer une de ses congénères, mais d'où, quoi. Enfin, je veux dire, à la limite, qu'elle veuille tuer. Ouais, mais enfin, c'est elle qui libère Narek et elle lui dit j'ai un plan pour toi, etc., etc. Donc moi, je pense quand même que c'est elle qui soit c'est elle qui le tue, soit elle l'a laissé faire Narek, mais dans les deux cas, elle est responsable. Peut-être que c'est elle. Et ça, c'est gravissime. Enfin, moi, je trouve que ça tient pas debout du tout. Honnêtement, pour moi, il faut que nous Soong, ça soit Lore. Il faut qu'il y ait une histoire comme ça, parce que sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a un deuxième truc qui m'a gêné, et on revient encore. Vous vous rappelez qu'on avait beaucoup critiqué le personnage de la sœur Romulaine pour dire qu'elle avait été hyper sexualisée depuis le début. Et là, deuxième personnage féminin méchant de la série. Deuxième personnage ultra sexualisé de nouveau, tout de suite à l'approche de Narek, elle met sa main, etc., etc. Non, en fait, t'as pas compris, c'est que Narek, en fait, il est super sexy. C'est ça. C'est ça. Mais même, tu veux que je te dise, même la façon dont elle touche dont elle touche Jurati, même là-dessus, elle est vachement sexualisée. Ouais, non, je suis d'accord. Non, mais t'as raison. Alors là, pour le coup, les fans seront contents. C'est fidèle à Gene Roddenberry, qui était malheureusement un gros porc avec les femmes. Mais enfin, putain, c'est grave quand même de tomber dans ces vieux tropes de sexualisation des personnages méchants. Putain, ça m'a tellement énervé. Ça marche sur Guigui. Oui. Non, en fait, non. C'est pas du tout ça qui marche sur moi. Ce qui marche sur moi, c'est simplement la couleur de sa peau, ses yeux, sa coupe de cheveux et sa robe, enfin sa tenue. Je trouve que graphiquement, je trouve ça très réussi. Et ça me plaît beaucoup parce que ça fait
voilà, je trouve que c'est un personnage, quand tu le vois arriver, il y a quelque chose qui ressort, il y a un charisme du personnage graphiquement. Après, je suis complètement d'accord avec vous, ça m'a complètement saoulé. J'ai cru un moment que Narek, elle allait l'embrasser aussi, quand elle lui touche la joue, je me suis dit, putain, mais pourquoi? J'ai Pourquoi revu faire l'épisode aujourd'hui, elle démarre le geste même. Quand ils sont en prison tous les deux, elle démarre le geste, elle tourne la tête, elle s'approche de ses lèvres, et là elle lui dit j'ai envie de te tuer, mais j'ai besoin de toi, gna gna gna. Oh là là, Et à un moment, je me suis dit, si elle avait besoin de lui, c'était pas pour se le faire. J'étais Franchement, fou. c'est à ce point-là, quoi. J'étais fou. Quand j'ai vu ça, j'étais fou. Excusez-moi, je suis Ouais, un peu moi je te énervé, comprends. là. Ouais, franchement, Un autre truc qui, moi, m'a bien saoulé, c'est Jurati. Alors, j'espère aussi, c'est pareil que... Enfin, oh non. Déjà, premier truc sur Jurati, c'est... bon, elle est quand même un peu trop jouasse, je trouve, tout le long de l'épisode. Mais surtout, à un moment donné, t'as donc Song, qui lui propose de rester pour bosser avec, etc. Elle dit oui, ah oui, d'accord, pas de problème. Mais attends, tu dois pas te livrer aux autorités, t'étais quand même pas ivre de remords au point d'accepter d'aller en prison et que maintenant tu dis non, fuck, genre comme si c'était toi qui décidais. Donc déjà, ça m'a un peu gavé. Ouais, là, pour et le après, coup, bon, tu peux être quasiment sûr, Guigui, qu'elle joue double jeu, elle. Autant sur Soji, il y a un petit doute, autant sur Jurati... qu'elle joue double jeu, est-ce qu'elle joue double jeu à ce moment-là? J'en suis pas sûr. Sur la fin, oui, c'est clair, c'est affiché. Je veux dire, à un moment donné, c'est soit tu dis tout de suite que t'es contre eux et que du coup, bah forcément, ils vont te mettre à l'écart et t'empêcher de faire ce que tu veux, quoi. Soit tu dis oui, d'accord, ok, et puis t'essayes de faire capoter leur plan, quoi, en douce. D'ailleurs, Soji et Jurati, peut-être, donc du coup, on la même chose en tête. Bon, je voulais revenir à Sutra. Un autre truc qui m'a quand même un petit peu gêné, c'est cette histoire de fusion vulcaine. On a une androïde qui apprend toute seule. Alors moi je veux bien à la rigueur que elle soit tellement avancée que effectivement elle a un esprit qui pourrait être proche d'un esprit organique. À la rigueur, pourquoi pas, j'y vois un aboutissement de l'arc de Data, etc. Mais à partir d'un moment, il n'y a plus de caractéristiques de race, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est quand même, au bout d'un moment, ça veut plus rien dire non plus, quoi. Surtout que si n'importe qui peut faire la fusion vulcaine, et surtout en apprenant tout seul. Je veux dire, à la rigueur, tu vois, on peut t'expliquer, alors oui, j'étais avec un Vulcain, on a fait quelques modifications sur mon cerveau positronique, on a fait ci ou ça, tu vois, je veux bien que les mecs, mais là, ils se font même pas chier à trouver une explication, une raison valable, ils avaient juste besoin que la remontrance, elle arrive. D'ailleurs, c'est pour ça que Jurati, elle tue Maddox finalement, parce que c'est qu'on avait besoin que cette remontrance, elle arrive à ce personnage de Sutra sur la fin pour enclencher donc l'acte final, mais c'est quand même... c'est complètement pété. C'est marrant parce que je lisais les forums aujourd'hui et de tous les problèmes qu'a cet épisode, c'est quand même celui qui pose le plus problème à beaucoup de fans de Star Trek. Moi, j'avoue que ça, j'avoue que j'en ai vraiment rien à faire. J'en ai d'autant plus rien à faire que, bon, depuis le début, on sait pas exactement. C'était pareil avec le Nerve Pinch que la morsure vulcaine. Tu sais, Data la pratique dans Unification. Bon, il y a des gens qui me disent ah oui, mais c'est physique, c'est pas psychique. Bon, oui, peut-être. Bah ça, je suis d'accord. Peut-être. En attendant, Monsieur Spock, il faisait quand même le mind meld à Vidger dans Star Trek 1. Alors oui, c'est lui qui pratique le mind meld, mais enfin, Vidger, c'est un robot. Donc après tout, je sais pas. C'est vrai, ça. Non, mais c'est plus le côté, elle l'a appris toute seule, quoi, en lisant un bouquin. Ouais, elle a lu le grand philosophe vulcain. Ouais, genre ça suffit, quoi. Sorak, c'était qui déjà? Surak, ouais, c'est ça. C'est le Jésus vulcain. Le Jésus vulcain, c'est ça. Enfin bon, s'il y avait que ça, on s'en serait remis, quoi. Mais oui, c'est vrai. T'as raison, c'est un détail finalement. On s'en fout. C'est comme le fait que la planète là, elle a pas le bon nom, etc. Bon, ça c'est vraiment le genre de détail. Effectivement, on peut passer. Non, mais là, par contre, il y a quand même des gros problèmes d'écriture, des lignes de dialogue qui sont un peu toutes pétées, des directions de personnages qui sont un peu à l'emporte-pièce, finalement. Ça c'est, je sais pas, ils ont voulu trop en mettre, trop en faire. C'est à la fois attendu et en même temps niqué. Comme tu disais, Manu, je crois que le mot gâchis, c'est vraiment le mot qui convient le mieux à cet épisode. Le seul truc que je dirais pour être optimiste, c'est que, comme d'habitude, on critique l'épisode par rapport à ce qu'on a vu, on se connaît pas le futur.
il y a quand même pas mal de moyens de retourner la situation et de twister le truc. Je suis très inquiet, c'est marrant parce que la semaine dernière j'étais plein d'optimisme pour cet épisode. Le prochain je vais l'appréhender de ouf, mais je suis très inquiet. Mais il y a quand même encore pas mal de solutions de retourner cet épisode, puisqu'il y a quand même encore quelques doutes. Maintenant, je vous cache pas que si l'épisode finalement on se rend compte qu'il n'y avait aucun twist, c'est vraiment le fils de Sung, les enfants de Data c'est tous des psychopathes, on sait pas pourquoi, et Picard se sauve la vie en se transférant dans un robot, et il est remplacé par un jeune acteur WB pour la saison 2. Ouais, là je pense que j'arrête de regarder, ouais, on est sûr là. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire là-dessus Je crois qu'on est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de... Alors, je me souviens que la semaine dernière, beaucoup de gens se sont dit « Ah, ça y est, ça prouve que c'est une suite ou une suite à Battlestar Galactica ». Je m'étais fait la même remarque, donc ça m'avait fait marrer. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette race synthétique qui existe hors du temps Tout à fait. Alors justement, moi j'avais une petite théorie que j'avais déjà sortie la semaine dernière. C'était que peut-être cette race, ça pourrait très bien être l'origine des Borg. Et que du coup, ce qui me ferait marrer, c'est que quand ils lancent leur appel super méga génial, du coup c'est le cube Borg qui est craché sur la planète qui répond d'une manière détournée. Parce que je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tu vois, parce que c'est quoi l'idée derrière tout ça, c'est voilà, les synthétiques contre les organiques. Si on se rend compte que finalement le message, ni les synthétiques ni les organiques ne le comprenaient, mais qu'en fait il faut travailler ensemble et que du coup quelle est la race qui allie bien les deux, c'est les Borg, et que du coup effectivement ça donne l'origine des Borg, même si c'est une origine qui est lointaine et qui est partielle, dont on ne connaîtrait qu'un bout. Ouais, ça pourrait être sympathique. Bon, je pense pas que ce sera ça. Là, le message il a l'air totalement compris quand même. Ouais, mais peut-être qu'il est peut-être qu'il est pas si compris que ça. Peut-être que tu vois, elle, je veux dire, elle l'a vu par son prisme, par son biais. Bon, je pense, je me fais l'avocat du diable quand je dis ça, parce que j'y crois pas non plus. Mais par contre, moi, il y a un truc qui m'a quand même gêné dans ces histoires de vision, c'est un peu les séquences Shutterstock. C'est des robots, tu vois, des bras robotisés, c'est des trucs que tu peux acheter sur Shutterstock à pas cher pour faire tes vidéos d'entreprise. C'est comme pareil la vidéo du renard qui se décompose, j'ai l'impression de l'avoir vu au moins 20 fois dans des séries. C'était dans le générique de True Blood à l'époque. Ah voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai l'impression de l'avoir vu très très souvent. Je suis quand même un peu d'accord avec Manu, c'est-à-dire que tant que c'était le Romulin, ce n'était que des flashs, des visions, etc. Là, t'as quand même une voix off qui laisse penser que là, le message est complet. Quoi. Le message est complet. Hein. Après, malgré que le message soit complet, moi je trouve qu'en effet, une forme de manipulation qui amènerait à un message très Star Trek, que le seul moyen de vaincre, c'est de travailler ensemble, ça serait beau, ça serait quand même retomber sur ses pieds. Je suis pas sûr, hein, la série est censée durer 3 épisodes, je suis pas sûr qu'on aura 3 saisons, pardon, je suis pas sûr qu'on aura des réponses sur ce point précis dans le prochain épisode. Mais peut-être. Ah non, mais pour moi c'est clairement le point d'accès pour la saison 2. C'est le point d'accès. En même temps, il faut qu'il se passe quelque chose très vite, parce que une fois que tu auras les 219 oiseaux de guerre Romulins qui vont arriver, il faut qu'il se passe quelque chose très vite. Hein. Non, mais moi, à la rigueur, tu peux imaginer un truc du style, ils font tout pour empêcher que l'appel soit lancé, il y a grosse bagarre dans l'espace, etc. Finalement, Picard réussit à tout arranger, tout va bien, à démasquer l'or, à faire en sorte que les synthétiques et les organiques puissent vivre, en tout cas poser les bases pour que ça se passe bien, quoi, et que le message qu'on pensait qui n'était pas parti, finalement soit parti, et que du coup ce soit le cliffhanger pour la saison 2, et puis après donc la saison 2 ça pourrait être cette race extraterrestre, donc qui peut-être serait originaire de notre galaxie, mais c'est pas sûr, mais en tout cas qui serait extrêmement vieille et extrêmement puissante. Voilà, ça pourrait être un truc intéressant. Je veux tout de suite vous dire que j'ai très peur que l'épisode final en forme de cliffhanger nous lie l'intrigue à Discovery et que ça s'enchaîne sur Discovery saison 3 avec Control en fin de saison 2 de Discovery. Je suis pas rassuré pour l'instant. Oh putain, n'en parle pas de ça, pitié. Oh non. Ça c'est un truc dont on parlait effectivement dès les bandes annonces, mais pitié quoi, ça serait quand même lourdingue. Oh là là. Mais en même temps, c'est vrai que tu te dis... comment éviter d'imaginer un truc comme ça, puisque t'as la saison de Picard, voilà, ça se passe 7 siècles avant la saison 3 de Discovery.
Discovery saison 3, on sait très bien que ça va parler d'une fédération qui n'existe quasiment plus et qu'elle va essayer de faire, que l'équipage du Discovery va essayer de faire renaître. On sait pas trop comment, on verra bien. Et que du coup, qu'est-ce qui aurait pu provoquer la chute de la fédération ? C'est ce qui se passe dans Star Trek Picard. Ouais, j'espère qu'ils vont pas faire ça. Ce qui peut laisser penser à ça, c'est que c'est vrai que les deux dernières saisons, la dernière saison de Discovery et cette saison de Picard, sont obsédées par les histoires d'intelligence artificielle, etc. Donc c'est vrai que je ne sais pas s'il faut le craindre, mais on peut y penser. Et puis comme tous les producteurs hollywoodiens sont obsédés par le succès du Marvel Cinematic Universe, on peut aussi craindre que ça leur ait donné envie de rattacher très directement leurs différentes séries. Moi, je continue de pas trop y croire. Parce que je pense pas que Patrick Stewart accepterait de n'être que l'élément supplémentaire d'un vaste plot, mais c'est pas impossible, c'est pas impossible. Et parmi les autres prédictions qui sont quasi certaines, c'est la présence de la flotte de Starfleet qui va arriver pour sauver la journée. Mais avec l'Enterprise. Mais c'est sûr. Mais même la flotte de Starfleet contre 219 Warbird, va falloir qu'ils assurent. Hein. Bon, même si Warbird, quand on voit le vaisseau de haut à la fin, ça laisse penser. C'est pas les oiseaux de guerre qu'on connaissait, c'est pas les gros, c'est pas les dreadnoughts, c'est des petits oiseaux de guerre. Mais bon, quand même 219 quoi, c'est costaud. Moi d'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai trouvé des designs assez proches de Battlestar Galactica justement, sur les vaisseaux des Cylons. Ah c'est vrai, maintenant tu le dis, oui t'as raison, c'est vrai que l'avant, la proue, on pourrait dire des navires, ressemble un petit peu, t'as raison, et il y a tout à fait de ça. D'ailleurs justement un détail à propos des oiseaux de guerre. Les oiseaux de proie, c'est que on voyait sur certains, c'était assez subtil, des peintures justement d'oiseaux comme dans la première série. J'avais remarqué ça sur un truc, je crois que c'était dans l'épisode précédent. Il est assez cool ce dernier plan sur Commander O dans ses vaisseaux, là, j'ai trouvé assez cool. J'espère, mais par contre, si tu regardes la bande-annonce de l'épisode 10, on n'a pas trop l'impression que la flotte de Starfleet, elle se pointe. Hein. Ah bah ils peuvent pas la montrer, hein. C'est impossible de montrer ça. Ouais. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'on aura un petit caméo de l'Enterprise E avec le Captain Worf, mais j'y crois pas trop, parce que je pense qu'il garderait ça plutôt pour une saison 2, tu vois. Mais j'espère, je croise les doigts, je touche du bois. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter avant qu'on écoute la capsule de Marina ? Bah écoute, je réfléchis, à part que les orchidées c'était quand même stylé. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas trop parlé, mais visuellement j'aimais bien, je trouve que ça fait ancien Star Trek, tu vois. Ça fait le truc que j'ai envie de voir, de la planète un peu particulière, avec un système de défense un peu cool. Mais sinon, non, je pense qu'on a fait pas mal le tour du gâchis. J'attends de voir la semaine prochaine avec impatience et avec anticipation, mais non, rien d'autre. Ok, bon, on va écouter la capsule de Marina. Captain, incoming message. Le retour de Soji chez elle ne se fait pas sans mal, et en l'espace de quelques minutes, nous avons droit à une bataille spatiale et au crash du cube Borg sur la planète aux 2 lunes rouges. Alors, j'ai beaucoup aimé cette arrivée spectaculaire et le crash du cube sur Coppelus. La vision du cube tellement immense qu'il cache l'horizon est vraiment spectaculaire, et un effet visuel saisissant très efficace. Mais ce n'est que la partie effets spéciaux. Après, au niveau de l'histoire, je trouve qu'il y a du bon parfois et du moins bon très très souvent. Soji qui retrouve les siens, des synthétiques qui vivent dans une espèce d'Arcadie. On a l'impression d'un paradis perdu, New Age tel que les Américains le conçoivent, mais dont je ne suis absolument pas fan. Ça m'a rappelé un mauvais épisode de la première saison de Next G que j'ai préféré oublier, ou pas totalement, puisque j'y ai immédiatement pensé en voyant cet épisode. Les tuniques à l'antique, les drapés, les torses nus et la vie dans un Éden, c'est beaucoup trop kitsch pour moi. J'ai trouvé intéressant le fils de Song. Brent Spinner est toujours très bon, il réussit à différencier Song, Data et Lore, et maintenant son fils. Le personnage est chaleureux en quelques secondes, ce qui montre son talent d'acteur. Mais par contre, ce personnage qui sort de nulle part, est-ce qu'on nous prépare un twist du type la mère de Data, qui en fait est un synthétique qui a été conçu pour vieillir et mourir? On verra. Alors j'ai bien aimé les références, et c'est plutôt le seul côté de l'épisode que j'ai apprécié. En fait, je pense que j'ai plus apprécié la thématique que l'épisode en lui-même. Le thème était-il trop ambitieux, trop philosophique? Je pense que l'écriture est trop faible. Encore une fois, il y a des références à foison à la culture et à la littérature des robots. Mais cette fois, c'est beaucoup trop pointu peut-être.
et beaucoup trop ambitieux. Le titre de l'épisode, par exemple, fait référence à un très beau tableau de Nicolas Poussin qui s'appelle Les bergers d'Arcadie et qui signifie « Même en Arcadie, moi la mort j'existe ». Alors, les êtres synthétiques sont en principe immortels et vivent dans une espèce d'Éden. Or, le tableau et ce que nous dit Poussin, c'est qu'en fait, l'immortalité n'est qu'un rêve et la réalité, c'est la mort pour tous. Alors, est-ce une référence aussi à la mort de Picard lorsqu'il fait son malaise à la fin du pré-générique et qu'il se réveille au début de l'épisode? J'ai pensé qu'on allait encore nous faire le mauvais coup de tout l'épisode se passe dans sa tête et ce n'est pas réel. Mais je suis revenue sur cette théorie parce que des scènes se passent en Picard, ce qui ne serait pas plausible si c'était lui qui menait toute l'histoire se passait dans sa tête et il apprend que Hugh est mort et il retrouve Seven. Par contre, je pense que le thème de la mort est vraiment le fil conducteur de l'épisode. Alors, 2 autres références m'ont intriguée. Le nom de la planète, Coppelus, c'est un personnage de L'Homme de sable d'Hoffman, une nouvelle qui aborde la fascination qu'exercent les automates sur les humains. Et enfin, Jurati parle carrément de Golem, qui est un être artificiel, généralement humanoïde, fait d'argile, mais qui, contrairement aux robots type Data, est incapable de parole et dépourvu de libre arbitre. Alors, le moins qui sera dit sur la confrontation Narek-Soji, le mieux, parce que franchement, ça m'a ennuyé, je l'ai trouvé extrêmement simpliste, et c'est juste plus possible, quoi. Ça m'intéresse absolument pas. Donc ça va être intéressant de voir de quelle manière la série va rebondir. Voilà. Et toi, Romain, t'avais quelque chose à rajouter? Non, écoutez, moi je suis quand même un peu énervé là, un petit peu déçu. Je garde quand même des gros espoirs pour le prochain épisode, mais c'est quand même dommage parce que c'était évitable, quoi. Moi je trouve qu'il y a beaucoup des erreurs là qui étaient quand même évitables, d'autant qu'ils avaient quand même réussi à bien se remettre sur pied depuis 3-4 épisodes. Donc ouais, je suis quand même déçu qui se soit senti obligé comme ça de rajouter encore un niveau de conflit au sein des... finalement, ça aurait pu être un peuple pacifique et Picard tente de les sauver une dernière fois. Ça aurait été beau, quoi. Il n'y avait pas besoin de recréer du conflit comme ça, de refaire encore du Adam et Ève ou du Romus et Rémulus. Ça m'a un peu saoulé. En tout cas, par rapport au conflit et par rapport à Picard, moi, il y a quand même une idée que je trouve très intéressante, c'est que d'un côté, on aura donc les Romuliens que Picard a essayé de sauver, et d'un côté, on a les synthétiques que Picard a essayé de sauver. Et les deux vont se friter à mort. Et lui va être au milieu pour essayer d'empêcher tout ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, cette manière de concilier un peu tout ce que Picard a essayé de faire et a merdé ces dernières années. Donc tout est plutôt bien résumé. C'est un truc que j'ai bien aimé quand je parlais au tout début du fait qu'on avait un peu le statut de Picard qui était un peu en retrait et ébahi par ce qui se passe. Le moment où il se rend compte du plan du coup de Sutra, en disant ah ouais du coup en fait vous êtes trop con, vous allez faire vous allez accomplir la prophétie, quoi. J'ai bien aimé cette réflexion où il se rend compte de ok, bon, on est dans le camp des boulets. C'est clair, mais quelque part c'est aussi lui le boulet parce que c'est quand même lui qui a rendu cette situation possible. Donc oui. Ah oui, quand je dis on est, c'est en gros il se rend compte de sa connerie, quoi. C'est ça. Oui, puis aussi c'est vrai que c'est intéressant le fait qu'il se rende compte en fait il a plus d'autorité, quoi. Il y a plus personne qui l'écoute, c'est vraiment c'est la merde, quoi. Donc on verra ce que ça va donner donc pour le final la semaine prochaine. Alors comme vous, moi je croise les doigts. J'ai quand même un petit espoir que ça rattrape un peu. J'en suis pas sûr à 100%. Je vais juste faire une petite note pour dire. Alors je sais pas à quoi c'est dû exactement, mais au niveau des podcasts, on a vu une grosse chute de l'audience depuis 2-3 podcasts. L'audience a été divisée par 2. Alors je sais pas si c'est un désamour de la série. Si c'est le cas et je pense entre autres, vous écoutez... Ouais, tu crois? Ça, plus cette semaine, le confinement, ça n'a pas aidé. Justement, le confinement, on peut peut-être se dire que peut-être que ça va avoir l'effet inverse, on verra. J'en sais rien, mais c'est vrai que vous avez l'impression, vous, que la série Star Trek Picard, elle a eu beaucoup de hype au début et puis que ça s'est vraiment tassé sur le milieu de la saison? Ah ouais, je pense. Moi, déjà, c'est peut-être juste qu'on est complètement nul et que ce qu'on dit n'intéresse pas les gens. Hein, on peut pas totalement l'ignorer. Mais clairement, Star Trek Picard,
les gens n'en parlent pas autant que d'autres séries à la mode du moment, que ce soit des séries Netflix. Et globalement, les séries Amazon, déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais globalement, les séries Amazon font moins parler que les séries Netflix. Hein. Il y a eu des excellentes séries Amazon, Miss Maisel, The Boys, Man in the High Castle. Les gens en parlotent, si tu veux, mais ça n'atteint jamais l'ampleur des grosses séries HBO et Netflix. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que malgré tout, ce Star Trek Picard, je trouve, c'est peut-être plus une phrase pour dire dans le bilan final, mais ça reste, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée sur Star Trek. Je trouve que c'est quand même une des séries qui a le plus, qui appelle le plus à ta connaissance du passé. Ça parle des Borg, ça parle des Romuliens, ça parle de Picard, etc., etc. Ça parle de Data, ça parle de Soong, etc. Et moi, franchement, si j'avais un copain qui me disait je veux me lancer dans Star Trek demain, j'aurais quand même beaucoup de mal, au-delà de ce que je pense de la série, j'aurais beaucoup de mal à lui recommander Picard parce que c'est pas facile d'accès. Ouais, je pense que tu as raison, c'est pas faux. D'ailleurs, justement, à propos de bilan, donc la semaine prochaine, ça sera le dernier podcast sur Star Trek Picard. Je vais inviter donc tous les intervenants qui sont venus parler de la série avec nous à réaliser une petite capsule pour nous faire un petit bilan de ce qu'ils ont pensé du final et surtout de la saison dans son ensemble, et aussi de donner une note sur 5. Et puis comme ça, après, on aura une petite moyenne qui sera bien, parce que je pense qu'on a un panel qui est assez hétéroclite, qui réunit à la fois des personnes qui ne connaissaient pas la série ou pas vraiment, des gens qui n'aiment pas, des gens qui aiment. Donc je pense que là, on aura un panel qui sera pas mal et que ça donnera une note plutôt fidèle, une note plutôt objective, je pense. Alors du coup, pour conclure, je vous propose d'écouter une musique que moi j'aime beaucoup, qui est tirée d'un sketch que vous pourrez retrouver sur YouTube, qui s'appelle Star Trek, qui vient de Kansas from Alsace. Donc c'est une parodie alsacienne de Star Trek. Donc si vous voulez découvrir Star Trek doublé en alsacien, franchement ça vaut le détour. Alors bien sûr, il y a beaucoup de private jokes linguistiques qui seront sans doute inconnus pour l'ensemble des auditeurs, mais rien que la sonorité, ça vaut le détour. Et gros bisous aux Alsaciens, s'il y en a qui nous regardent. C'est pas une période très facile pour eux en ce moment, donc on les embrasse très fort. C'est pour ça, ouais, bon courage à eux et à toute l'Alsace, et puis à tout le Grand Est, puis aussi à l'Île-de-France et puis à la France entière. Allez, longue vie et prospérité. Ciao, bye bye. On est les Star Trekkers, on est les Speckfresser et les Fuchslecker. Yo! sind die Star Trekker. Was kann ich Speckfresser? Gefallen Hund. Oh, il y a vraiment des dégâts. Eh les archiodeurs, moi je vous suis sur la Fox. On est les Star Trekker. Oh, die Speckfresser. Et les Fuchslecker. On est les Star Trekker. Bonjour à tous. On est les Star Trekker. Oh, die Speckfresser. Oh, die Fuchslecker. Yeah, tout le monde. On est les Star Trekker. Yeah, on est les Star Trekker. Oh, die Speckfresser. Et les Fuchslecker. On est les Star Trekker. Voilà, je répéterai pas une deuxième fois. On est les Star Trekker. Merci Kansas. Thanks. Program complete.